C'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir proposé de présenter ces travaux autour d'un partenariat avec des patients des Hospices civils de Lyon pour l'évaluation des technologies de santé hospitalière en se basant sur un exemple, sur un dispositif en transplantation cardiaque. Alors, on ne voit pas les photos des personnes. On avait une diapositive avec un peu les photos de tout le monde. Cette présentation, elle se fait à 4 voix, avec M. Julien Bell, qui est patient expert et patient partenaire avec les Hospices civils de Lyon depuis 2020 et greffé du cœur en 2017. Avec M. Alexandre Verkès, qui est chargé de mission partenariat expérience patient en santé aux Hospices civils de Lyon et directeur Europe du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public du CHUM à Montréal. Avec M. Christian Comte, qui est représentant des usagers aux Hospices civils de Lyon et vice-président de l'association Phoenix greffé digestif. Et donc moi-même qui travaille aux Hospices civils de Lyon, je suis économiste de la santé à la direction de l'innovation et co-responsable de l'unité d'évaluation des technologies de santé hospitalière. Donc tout d'abord, un plan de la présentation. On va vous expliquer le contexte de cette démarche, qui était une démarche innovante aux Hospices civils de Lyon, du moins dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé. Ensuite, il y aura une présentation sur les étapes de traitement de ce dossier, qui portait sur le système cardiaque Organ Care System fabriqué par Transmedix. Et enfin, quels enseignements nous avons pu retirer de cette expérience. Alors, quelques éléments de contexte. Tout d'abord, qu'est-ce que l'évaluation des technologies de santé hospitalière? C'est un outil d'aide à la décision pour l'introduction de nouvelles technologies de santé en milieu hospitalier. Donc, c'est un travail qui permet d'évaluer les conséquences organisationnelles, les conséquences financières et les conséquences stratégiques de l'implémentation d'une technologie de santé. C'est une méthodologie qui permet de bien décrire la technologie et son impact pour la population concernée. L'évaluation des technologies de santé hospitalière, elle concerne plusieurs champs. Elle concerne les dispositifs médicaux, les médicaments, mais aussi les innovations organisationnelles. Ce travail permet de fournir aux décideurs un rapport pluridisciplinaire dans des délais plutôt variables, on en parlera plus loin dans la présentation, et qui comporte 28 items. Cette expérience porte essentiellement sur la question 21 de ce rapport, qui est de connaître le point de vue des patients quant à l'implémentation de cette technologie. Donc, quelle est la perception des patients sur la technologie et son implication dans ce rapport? Alors, ce travail, il se fait au sein de la direction de l'innovation des Hospices civils de Lyon, avec une unité d'évaluation des technologies de santé hospitalière qui a pour but de renforcer le processus d'aide à la décision, mais aussi d'implémenter cette technologie et de réaliser le suivi et de mettre en œuvre des méthodologies pertinentes. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié une collaboration avec les patients pour bien structurer cet item sur leur point de vue sur l'implémentation de ces technologies. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer l'efficience et la sécurité des stratégies de prise en charge proposées par notre institution et d'améliorer l'efficience et la transparence du processus de décision à différents niveaux de l'institution. Donc, dans cette unité, nous avons déjà fourni 2 rapports d'aide à la décision, un premier sur une IRM, l'IRM LINAC, et un deuxième rapport sur un robot, une assistance robotisée dans les poses de prothèses de genoux et de prothèses de hanche, donc le robot Mako. Alors, ce partenariat s'est structuré autour d'une nouvelle demande au sein de notre institution. Cette demande concernait l'acquisition d'un système cardiaque, l'Organ Care System, fabriqué par Transmedix. C'était une demande un petit peu hors norme. Pourquoi? Parce que cette demande concerne les chirurgies d'exception, donc les transplantations cardiaques. On est dans un contexte de pénurie de greffons, donc beaucoup de patients sur liste d'attente et parfois des patients qui ne peuvent pas bénéficier de greffons. Et nous sommes aussi dans un cadre d'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients Maastricht 3 sont autorisés en Angleterre et en Australie, mais on a l'espoir qu'un jour, on puisse en bénéficier aussi en France. Et il y a aussi actuellement des protocoles de recherche autour des cœurs artificiels CARMAT, qui, à terme, ces patients devront pouvoir bénéficier de ce système cardiaque, ce système de perfusion des greffons. Ça a un impact économique conséquent. Pourquoi? Parce que l'équipement est coûteux et surtout les consommables sont coûteux puisqu'on est aux alentours de 50 000 € par transplantation de consommables et aussi parce qu'on a besoin de personnel supplémentaire.
Donc, la décision quant à l'acquisition ou pas de ce système sera imminente, probablement dans les jours à venir. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié une collaboration avec les patients pour connaître leur point de vue quant à l'acquisition de ce système. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Vous êtes plusieurs dans la salle à savoir très bien à quoi correspond la réalité d'un porteur de projet, notamment d'innovation, à l'intérieur des institutions. Et vous savez de ce fait-là que la temporalité est rarement propice au fait qu'on fasse les choses autrement. Et ben, on s'est retrouvé dans cette situation qui arrive régulièrement avec une demande justement du directeur général qui a été faite début décembre 2021 avec une demande de retour à la fin à la fin du mois de décembre. Donc, vous voyez, on était large. C'est ce qui arrive assez régulièrement. Ce n'est pas du tout spécifique aux Hospices civils de Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de se demander, c'est ce qu'on va essayer de se poser comme question tout au long aussi de la présentation, c'est comment, dans les contraintes actuelles de la plupart des organisations, on peut penser ces pratiques-là, justement. Alors, on a réussi justement grâce au fait qu'on avait de l'expérience sur l'engagement des patients quand même depuis quelques mois, même plutôt quelques années, aux Hospices civils de Lyon à l'époque, pour justement déjà avoir quelques arguments solides pour aller justement négocier un délai supplémentaire et avoir quasiment un bon mois supplémentaire, ce qui est quand même assez intéressant. Ce qu'on a vu, c'est que déjà, c'est de se poser la question, quels étaient les motifs de la demande? Pourquoi c'est arrivé pourquoi cette évaluation est arrivée? Alors, premièrement, elle était portée par plusieurs cliniciens qui faisaient cette demande auprès de la gouvernance, notamment parce que c'était une technologie qui était relativement peu ou pas disponible et présente sur le territoire et pour laquelle il y avait aussi des hypothèses assez intéressantes sur l'impact et les bénéfices cliniques que ça pouvait avoir pour les patients. Donc, ça contribuait à la fois aux patients et au territoire et ça permettait aussi de contribuer au rayonnement des Hospices civils de Lyon. Mais le plus intéressant peut-être qu'on a à travailler ensemble aujourd'hui, ou en tout cas à expliciter avec vous, c'est quelles sont les différentes étapes qui ont caractérisé ces quelques semaines et quelques mois de travail. Alors la première qui est importante, c'est de revenir vers le porteur du projet, qui est un professionnel de santé, pour justement être capable d'explorer un peu la dimension technique qui, dans le rapport en tant que tel ou les documents qu'on nous envoie, vous vous doutez, est relativement complexe à comprendre avec des termes techniques nombreux. Et de ce fait-là, ce n'est pas forcément le matériel le plus propice pour ensuite aller travailler avec des patients, des représentants des usagers, des patients partenaires, etc. Donc, il y a un effort d'aller chercher davantage d'informations pour être plus pédagogique sur le sujet. La deuxième, c'est aussi d'aller voir comment ça se passe dans d'autres établissements et avec d'autres personnes. Donc, d'aller voir d'autres équipes de professionnels, mais aussi de voir comment d'autres patients qui ont fait l'expérience de ce dispositif, comment ils le vivent en amont. Est-ce que ça les stresse davantage? Est-ce que ça a un impact sur l'avant-intervention et ensuite? Ensuite, comment on prépare le moment où on va travailler tous ensemble? Quelles sont les personnes qu'on va réunir autour de la table? Est-ce que c'est directement uniquement des personnes qui vont être concernées par le dispositif ou qui l'ont déjà été à d'autres endroits? Ou est-ce qu'on mobilise aussi d'autres personnes comme des représentants des usagers qui vont nous aider à avoir une analyse critique et un peu plus mise en perspective du dispositif en tant que tel et avoir un point de vue méta? Aussi, on peut aller chercher des personnes qui sont des patients pas forcément concernés par ce dispositif en tant que tel, mais qui sont des patients partenaires impliqués dans l'établissement, qui ont des compétences notamment de coopération, qui vont peut-être faciliter la mise en dialogue et la mobilisation de l'esprit critique autour des questions qui vont se poser pour cette évaluation. Et ensuite, c'est de se dire comment on va faire un retour justement formalisé, explicite, qui va pouvoir s'intégrer dans la démarche initiale qui était prévue. Je laisse ensuite Christine prendre la relais. Alors, bonjour à tous. Alors, déjà, l'analyse des patients et de leur participation, c'est ce dont je vais parler, ainsi que le vécu de la participation. Alors, avec Christian Comte, qui participe également, et moi-même, nous avons eu l'agréable surprise d'être invités dans ce comité de réflexion qui était d'essence technique. C'est bien un appareil technique dont il est question. Notre participation, et c'est vrai qu'elle est particulière parce qu'elle relève vraiment de l'immersion. Nous avons été tous les deux, enfin lui moins que moi, pas trop forcément familiarisés à ces termes techniques, à cet environnement qui, de prime abord, semble ne pas tout à fait être familier à celui d'un patient partenaire. Autre aspect à souligner, c'est la facilité d'intégration au groupe et l'implication des patients partenaires qui a été saluée, comme vous avez un petit peu pu l'entendre depuis tout à l'heure. Et ça c'est aussi quelque chose de très positif. Ce projet nous a beaucoup intéressés parce qu'il fait allusion à la thématique de la transplantation. C'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, moi peut-être plus personnellement, puisque en l'occurrence, il s'agit d'une transplantation cardiaque en l'occurrence. Cette technique,
elle éveille chez nous quelque chose de vraiment vif parce qu'elle paraît prometteuse. Elle semble donner tout un tas de gages pour être prometteuse. Et enfin, pour terminer sur cette première diapositive, cet appareil, ce contexte-là, cette étude, eh bien, ça semblerait aussi être une aide pour les greffés et donc leurs proches. Ensuite, pour terminer mon intervention sur cette dernière diapositive, avec la diapositive donc suivante, qui est l'analyse formulée par les patients. Donc, il y a deux aspects clés qui ont été évalués. Alors, le premier, c'est les bénéfices espérés pour les patients. C'est effectivement en ligne de mire de cette réflexion. Donc, l'OCS, l'Organ Care System, ça semble une technologie intéressante parce qu'elle permettrait, grâce à un meilleur monitoring des greffons, eh bien, une augmentation, un rallongement du temps de la conservation du greffon, ce qu'on appelle, pour être plus précis, l'ischémie. Donc, par conséquent, ça pourrait accroître le nombre de greffons. Et ça a un impact direct par rapport à la greffe. Et puis, certains greffons qualifiés de marginaux ou certains greffons sur lesquels les équipes peuvent être beaucoup plus en veille, eh bien, cet appareil permettrait de bien mieux les conserver. Et ça, c'est intéressant puisqu'au final, il y a des répercussions forcément a posteriori. La conséquence directe, c'est que ça favoriserait évidemment une progression du nombre de patients transplantés. En termes concrets, ça veut dire que ça pourrait sauver plus de vies. Enfin, il y a quand même des points de vigilance qui ont retenu notre attention. C'est qu'évoquer cet appareil, il faudrait quand même évoquer cet appareil par rapport aux candidats à la greffe ou leurs proches, ou les deux. Il faudrait quand même être vigilant par rapport au retentissement psychologique parce que c'est une technologie supplémentaire, digne d'intérêt bien sûr, mais il faut bien savoir qu'à l'imminence d'une greffe, au moment d'être greffé, eh bien, le patient greffé en attente de greffe est dans un contexte très particulier avec des aléas, des fluctuations émotionnelles, un peu les montagnes russes si vous me permettez l'expression, mais beaucoup de fluctuations, de variations émotionnelles. D'autre part, il y a aussi les variations émotionnelles, les fluctuations émotionnelles des proches du patient. Et nous savons que le patient et ses proches sont en interaction. Alors, quelquefois pour quelque chose de favorable, mais quelquefois où ça peut être anxiogène. C'est pour ça qu'on a été, nous, un petit peu en alerte par rapport à ça, et il nous a semblé pertinent, et je vais conclure là-dessus, que l'utilisation de cette technologie aurait beaucoup plus de pertinence pour être mentionnée dans le compte-rendu opératoire. Voilà, j'en ai terminé avec mon intervention. Merci. Voilà, alors, comme vient de le dire Julien, c'est vrai qu'on a été très heureux d'être sollicité pour cette évaluation d'un matériel de pointe. C'est vrai que pour nous, patients, l'évaluation technique et médicale, c'était quelque chose de parfaitement inconnu, mais grâce à l'intégration dans le groupe, cette intégration nous a effectivement beaucoup aidé. Alors, à l'issue de cette première expérience, il y a une double nécessité qui nous est apparue. D'une part, donner un avis le plus représentatif possible, et puis gérer le temps court, comme l'a souligné Alexandre tout à l'heure, qui nous est accordé. D'abord, formuler un avis plus représentatif. On a bien compris qu'il n'est pas possible aux quelques patients du groupe d'évaluation d'avoir un avis significatif sur tous les domaines pouvant être abordés. À partir de cette certitude, il nous est apparu évident que les associations de patients étaient une ressource naturelle pour obtenir précisément des avis plus représentatifs. Ceci peut éventuellement, le cas échéant, être complété par l'avis d'un ou éventuellement plusieurs patients ayant déjà pu bénéficier de cette technologie nouvelle, soit dans le cadre d'un essai, soit dans un autre établissement où il est déjà en place. En ce qui concerne les associations, on pourrait les interroger grâce à un questionnaire adapté. Alors, j'y reviendrai d'ici quelques minutes,
questionnaire qu'elles transmettraient à leurs adhérents. Il serait probablement nécessaire que un ou deux patients du groupe d'évaluation, qu'on pourrait appeler un peu des patients relais, soient des intermédiaires entre ce groupe et les associations pour fluidifier la construction de la vie. Ces patients relais auraient acquis une certaine expérience en travaillant dans le groupe et puis éventuellement en ayant une formation adaptée, mais ça serait quand même des patients donc qui conservent la vision patient de la santé et du soin. Leur rôle serait double. D'une part, expliquer l'objectif de l'évaluation et ce qui est attendu de l'association, et puis d'autre part, après le retour des questionnaires, formuler avec les représentants associatifs un avis pouvant être intégré dans le rapport final de l'évaluation. Après une évaluation, quelque chose d'essentiel serait d'informer l'association de la décision prise par le demandeur de l'avis et du poids éventuellement de la contribution des patients dans la décision qui a été prise. Ces retours sont probablement essentiels pour, d'une part, valoriser le travail fait par l'association et puis maintenir aussi leur motivation pour ce genre de travail. Enfin, on peut imaginer aussi qu'une réévaluation à distance serait souhaitable pour savoir s'il y a eu évolution de l'expérience des patients concernant cette technologie. Diapositive suivante. La deuxième partie, c'est anticiper pour pouvoir respecter les délais. Anticiper, effectivement, le temps des patients et le temps des associations, ce n'est pas le temps des professionnels. Pour éviter de dépasser les délais, souvent courts, comme l'a dit Alexandre, il est donc nécessaire d'anticiper. Un préalable serait, dès la mise en place des structures d'évaluation aux HCL, d'informer les associations impliquées habituellement dans la vie des Hospices civils de Lyon de leur possible sollicitation dans le cadre d'évaluation. Il serait nécessaire aussi de leur expliquer les principes de l'évaluation et surtout les bénéfices potentiels dont pourraient bénéficier les patients. Ça nous paraît également important pour, encore une fois, motiver les associations pour qui l'évaluation n'est pas une pratique habituelle. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il serait nécessaire d'établir une grille modèle en collaboration entre patients participant au groupe et les professionnels du groupe, une grille qui explorerait les avantages attendus, les inconvénients éventuellement, les inconvénients possibles, qui explorerait aussi tout ce qui tourne autour de la qualité de vie du patient, le retentissement en termes de symptômes, de gènes, mais aussi en termes d'organisation en fonction du nombre de consultations, d'examens de surveillance, etc. Sans oublier aussi l'évaluation de l'entourage et du retentissement sur l'entourage. Voilà. Enfin, il serait souhaitable que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y ait des patients relais qui aient un certain rôle et que c'est un rôle entre le groupe de travail et les associations. Il serait nécessaire que ces patients relais connaissent le plus tôt possible la mise en place d'une évaluation, d'une part pour repérer précocement les associations possiblement concernées par l'évaluation et d'autre part d'adapter avec le groupe de travail le questionnaire modèle à la technologie évaluée. Voilà. Ces deux propositions qu'on a fait suite à cette première expérience, mais on espère bien que, en participant à ce groupe, au fil du temps, on pourra les compléter.
Voilà, je crois que maintenant, je passe la parole à Alexandre pour un petit peu une synthèse. Exact. Bah, surtout de terminer un petit peu avec vous sur les questionnements que ça a généré chez nous. C'est-à-dire c'était une expérience assez particulière. Alors, première, c'était la première pour beaucoup d'entre nous sur ce type de travail, parce que, donc, vous l'avez peut-être entendu dans les présentations d'avant, mais dans le dispositif PEPS, justement, partenariat et expérience patient, on avait l'habitude des projets d'engagement des usagers, mais dans plusieurs, des fois, on a davantage la main, justement, sur le timing, sur certaines contraintes. Là, on avait peut-être moins que d'habitude un pouvoir d'agir sur certaines des contraintes, donc on l'a expérimenté d'une autre manière. Et voici les questionnements, une partie en tout cas des questionnements que ça a suscité chez nous pour penser l'avenir, pour penser la suite de ce type d'implication. Alors, le premier, c'est qu'encore une fois, c'est non spécifique aux HL, mais on se retrouve nécessairement avec une forme d'asymétrie assez caractéristique. Donc, justement, qui peut déterminer quelles sont les conditions d'engagement des différentes parties prenantes et sous quelle façon on peut contribuer les uns les autres. La première, c'est de se dire, justement, ça peut être un questionnement très citoyen, sociétal sur le sujet, c'est de se poser la question de savoir si justement c'est des projets qui ont pour objectif de répondre aux besoins populationnels en matière de santé en général et spécifiquement là pour des patients ayant certaines pathologies, pourquoi la temporalité et le monde dans lequel vit le patient concerné par ces dispositifs n'est pas la partie qui détermine la vitesse, la manière dans laquelle on va évaluer le dispositif. Pourquoi? C'est nécessairement la temporalité et les manières de faire de l'établissement qui vont déterminer ce processus d'évaluation. Donc, l'objectif avec ce questionnement, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver et questionner les marges d'une manière à voir si on peut adapter en partie la temporalité en fonction du rythme des parties prenantes concernées. Notamment, ça se vient sur un critère qui est important, c'est celui de la pertinence. On le sait que, je pense que vous en faites toutes et tous l'expérience, aujourd'hui, on a des fois une grande quantité d'actions qu'on voit devant nous, et c'est souvent des fois proche de l'agitation, mais ce n'est pas pour autant que, c'est pas parce qu'on agit beaucoup et qu'il y a beaucoup d'actions que forcément toutes ces actions sont entièrement pertinentes. Donc la chose à se dire, c'est est-ce que dans ces conditions-là, avec cette temporalité-là, est-ce qu'on est capable de produire quelque chose? Effectivement, on a produit des éléments. Est-ce que nécessairement c'était les plus pertinents pour l'évaluation qu'on voulait faire? Et donc, c'est là que les éléments que Julien et Christian ont mentionnés, c'est de se dire, avec le recul, on va être capable de voir si justement ce qu'on a réussi à mobiliser, est-ce que ça a eu un impact sur la prise de décision et comment ça va se générer dans l'expérience patient associée. Donc, un autre questionnement qu'on peut avoir également, c'est de se demander, est-ce que quand on a un temps restreint, est-ce qu'on a tendance à privilégier justement les personnes qui sont déjà, avec qui on a l'habitude de coopérer, les patients partenaires ou les représentants des usagers qui sont déjà les plus proches de nous, qu'on a déjà mobilisés sur d'autres projets et qui sont pourtant des fois pas forcément les personnes les plus pertinentes pour le projet qu'on a. Donc, à quel point aussi cette temporalité-là nous amène des fois à faire des économies ou des raccourcis sur les bonnes personnes à mobiliser sur ces évaluations-là. Autre questionnement, peut-être, pour terminer, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on ne peut pas être capable de voir en amont, c'est-à-dire que si on ne peut pas changer la temporalité, que c'est nécessairement celle-ci, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'on a déjà certaines informations de dispositifs qui vont potentiellement, dans les prochains mois, arriver à évaluation et commencer à regarder quels sont les réseaux que nous solliciterions si c'était tel ou tel dispositif qui viendrait être évalué, alors sans dépenser beaucoup d'énergie, mais commencer à voir quels sont les réseaux de personnes et les points de contact qu'on pourrait avoir au moment où ça va sortir. Ça peut être aussi la nécessité de travailler avec tous les autres professionnels des Hospices civils de Lyon qui sont impliqués dans ce genre de démarche pour les acculturer aux questions d'engagement des patients et des aidants de manière générale, de manière à ce qu'eux aussi, quand on va pouvoir argumenter des fois pour obtenir d'autres conditions d'engagement, une question de délai, une question de manière de faire, qu'eux aussi soient sensibilisés et comprennent pourquoi on amène ces demandes-là, parce qu'ils vont comprendre, du point de vue méthodologique, que ça va avoir un impact extrêmement important sur le type de contribution et notamment sur la pertinence de la contribution en fin de compte. Deux questions qu'on peut avoir aussi sur la nature du suivi, c'est de dire, aujourd'hui, quels sont les éléments dans la contribution que l'ensemble des personnes concernées ont pu exprimer? Quels sont les éléments qui ont le plus marqué les personnes qui ont validé l'évaluation à la fin? Est-ce que c'est les verbatims qui illustraient des points objectivement évalués? Est-ce que c'est ces éléments de nature des fois affective qui illustrent un fait qui, du point de vue de l'argumentation, était très objectif, mais qui ont eu un impact du point de vue affectif, du point de vue de la personne qui évaluait? Est-ce que c'est des éléments statistiques? Est-ce que c'est… etc. Quels sont les éléments des rapports que nous avons donnés qui ont eu le plus d'impact sur le changement ou pas de décision, sur l'acceptation ou pas, avec quelles conditions du dispositif en tant que tel? Puis ensuite, peut-être le plus important, c'est de se demander concernant la technologie en tant que telle, le fait qu'elle soit ou non bénéfice aux entendus, est-ce qu'elle va générer ou pas les bénéfices, mais aussi
des enjeux que nous avions prévus, pas prévus, anticipés, pas anticipés, à telle envergure ou pas à telle envergure, et donc de voir comment on peut ajuster le processus d'évaluation en partenariat de manière à optimiser la pertinence de cette évaluation-là. Alors, peut-être que ce n'était pas quelque chose qu'on a souligné tout le long, mais vous voyez que ce qui est important à dire aussi, c'est que quand on a commencé aux HL, on était déjà avec un réseau de personnes avec qui on avait déjà eu l'habitude de coopérer. Donc, dans un tel délai, la plupart du temps, c'est faisable parce qu'on a su solliciter des personnes de confiance avec qui on avait déjà des expériences de coopération dans des temps plus longs et qui nous ont permis justement d'aller les solliciter aussi dans des conditions où on se disait, bah, on sait que c'est court, etc., mais on a déjà eu l'habitude de travailler ensemble. Tu vois, telle partie, on va peut-être pouvoir, comment dire, cette partie sur quelle est la posture, par exemple, à avoir quand on va exprimer son esprit critique sur des enjeux méthodologiques, ben on sait déjà que ce travail-là, on l'a déjà fait ensemble. On a déjà expérimenté ensemble des contextes où il fallait avoir un avis extérieur critique, mais qui restait constructif de manière à être tourné vers des actions amélioratives. Donc ça, c'est le type d'exemple de conditions de succès qui pouvaient être également présentes.